último painel de hoje abordará o tema modelo belga de atenção à saúde. Eu gostaria de convidar ao palco para coordenar este painel a doutora Vilma Dias, que é gerente da Cassis São Paulo e organizadora técnica deste congresso. Por favor, doutora Vilma, que vem acompanhada da painelista, senhora Isabel Heymans, por favor, e o debatedor, doutor Gustavo Gusso. Nós teremos o mesmo formato dos demais painéis. Haverá 2 apresentações e logo depois teremos tempo para perguntas formuladas por escrito e entregues às recepcionistas do salão. Por favor, Vilma. Boa tarde a todos. Obrigada, Unidas, pelo convite de estar aqui. Seguramente vamos aprender um pouco com a doutora Isabel, que tem dentro do seu coração o Brasil, porque já morou aqui quando era pequena por alguns anos e tem um carinho especial pelo nosso povo e pelo nosso país. Um prazer grande dividir essa mesa e, doutora Isabel, com você. Bom dia. Je não falo português. Je voudrais remercier les organisateurs de la conférence de me permettre de faire la présentation en français. Voilà, mais les dias sont bien en anglais aussi. Voilà, je suis là pour vous parler de la Belgique. On pourrait parler de beaucoup de choses sur la Belgique, mais je suis là, je crois, pour parler spécialement du système de santé en Belgique. D'abord, peut-être vous donner une petite idée de ce que c'est la Belgique. Comme vous pouvez le voir, c'est un très petit pays. Ça, c'est à l'échelle, donc c'est petit comme ça, à côté du Brésil. C'est un pays de 11 millions d'habitants qui est relativement dense. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grandes zones rurales sans habitants. C'est un problème que nous ne connaissons pas en Belgique. Il est composé quand même de 3 communautés différentes qui ont des langues différentes et aussi de 3 régions territoriales différentes. C'est un pays qui est plus ou moins dans la moyenne économique et du système de santé européenne, disons pour faire vite, et où l'évaluation de la santé par la population est considérée pour 77% des gens qui ont plus de 15 ans comme étant bon. Voilà, ça c'est la Belgique. La Belgique, elle est entre les Pays-Bas, l'Allemagne, la France. Et si vous regardez les couleurs, elle est composée de 3 parties linguistiques différentes. En bleu, on y parle le néerlandais, comme aux Pays-Bas. En orange, on y parle le français, comme en France. Et en vert, on y parle l'allemand. Voilà. Alors, une autre particularité de la Belgique, c'est que ça, ce sont les communautés linguistiques. Et puis, la Belgique est découpée en régions qui sont des territoires. La Flandre, qui est en bleu, et la Wallonie, qui est composée de la partie orange et la partie verte. Et puis, Bruxelles, qui est une 3e région, qui est la capitale, et qui est aussi la capitale de l'Europe. Si je vous explique ça, c'est parce que le système belge est découpé. Les institutions de l'État belge sont découpées en niveaux. Il y a un État fédéral, il y a un État régional et il y a aussi un État communautaire pour chaque communauté et pour chaque région. Ce qui veut dire que nous avons 7 gouvernements, potentiellement 7 gouvernements différents, et que dans la pire période de la Belgique, nous avons eu 9 ministres de la Santé différents. Alors, ça, je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Quand on parle de la Belgique, c'est une de ses caractéristiques. Je ne vais pas l'expliquer de façon plus importante parce que je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'exemples à prendre là et je ne crois pas que c'est très intéressant pour vous. Tous les 2 ans, on fait un beau tapis avec des fleurs naturelles sur la grande place de Bruxelles. C'est l'exemple que vous voyez là. Alors, avant de parler du système de santé, je voulais vous parler plus globalement du système de sécurité sociale dans lequel il est inclus, qui est un système beaucoup plus large que uniquement concernant la santé. Nous sommes dans un système bismarckien. Alors, pour expliquer un peu, pour les systèmes de sécurité sociale, il y en a 2 modèles dominants, je dirais, en Europe. L'un, c'est Bismarck et l'autre, c'est Beveridge.
Dans le système bismarckien, on est basé sur le travail et sur les revenus du travail. Ça veut dire que les travailleurs cotisent à l'assurance universelle, les employeurs cotisent aussi, et cette cotisation, elle est proportionnelle aux revenus des gens. Donc plus vous gagnez, plus vous payez, moins vous gagnez, moins vous payez. Et puis, eh bien, ce montant alors est utilisé pour assurer la sécurité sociale de l'ensemble de la population. Ce qui est un peu différent, c'est qu'à l'origine, le système de Bismarck, c'était par les travailleurs, pour les travailleurs, et ça a été créé à une époque où tout le monde travaillait, donc il n'y avait pas vraiment de problème. Aujourd'hui, une grande proportion de la population n'a pas de travail, et donc le système, en fait, il est basé sur les travailleurs pour les cotisations, mais il bénéficie à l'ensemble de la population, ce qui n'était pas le modèle bismarckien au départ. Donc il est obligatoire et accessible pour tous les citoyens belges. Et ce qui est différent par rapport au système de Beveridge, c'est que dans le système de Beveridge, le système est public et il est basé sur l'impôt. Il n'y a pas une cotisation spéciale pour le système d'assurance, pour l'assurance sécurité sociale. Le système est basé sur l'impôt et donc tout le monde contribue et tout le monde bénéficie, mais c'est inclus au système au budget de l'État. Ça, c'est l'autre différence. Dans le système bismarckien, comme ce sont des contributions spéciales, c'est une assurance en fait publique universelle, eh bien il y a deux budgets dans un État. Il y a le budget de l'État pour les routes, les écoles, etc. Et il y a le budget de l'assurance sécurité sociale qui est à part. Et c'est important parce qu'en Belgique, du coup, c'est géré tout à fait différemment que le budget de l'État. Tandis que dans le système beveridgien, l'assurance santé ou l'assurance sécurité sociale est inclus dans le budget global de l'État. Et donc, il est géré de la même manière que le reste, que le reste des compétences de l'État. Voilà. Il y a un autre modèle qui est en voie de disparition aujourd'hui, qui était le modèle avec pas d'assurance universelle publique, des assurances privées et quelques poches d'assistance particulière, comme aux USA, par exemple, mais ça, je crois que mon collègue en parlera beaucoup mieux demain. Voilà. Alors, qu'est-ce que la sécurité sociale donne comme avantage à la population? Elle s'occupe de la maladie, de l'incapacité et de l'invalidité. Elle propose aussi des aides aux personnes qui ont des maladies liées à leur travail et des accidents de travail. Elle donne une allocation de chômage pour les gens qui perdent leur emploi. Elle prévoit la pension, donc une rémunération après quand on arrive à la retraite. Elle donne aussi des allocations familiales en fonction du nombre d'enfants. Elle paye 20 jours de congés payés par an et elle paye 14 semaines de congés de maternité pour chaque enfant, enfin pour chaque mère qui donne naissance à un enfant ou qui en adopte un. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a des éléments complémentaires qui existent, qui sont, eux, fournis par l'État dans le budget de l'État. C'est de l'assistance, ce n'est pas à l'intérieur de la sécurité sociale. C'est un revenu minimum d'intégration, c'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas droit ni à un revenu du travail, ni à un revenu du chômage, pour qu'ils n'aient pas rien, on leur donne une allocation minimum qui est considérée comme un minimum de survie en Belgique. Il y a la même chose pour des personnes âgées dont la pension serait plus basse que ce revenu minimum. Et puis, il y a aussi des allocations spécifiques pour les personnes qui souffrent d'un handicap et qui donc ne sont pas en possibilité de travailler. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas officiellement résidentes en Belgique et qui donc ne sont pas intégrées dans le système universel d'assurance maladie ou d'assurance sociale, il y a un système prévu pour leur prise en charge médicale d'urgence si elles ont un problème sur le territoire. Voilà. Alors, comment est-ce que la sécurité sociale est financée? Eh bien, je le disais, c'est un système bismarckien, mais ce n'est plus tout à fait vrai. Les contributions du travail ne suffisent plus pour payer le système. Et donc, aujourd'hui, à 65% du système est payé par les contributions liées au travail. Le reste vient du budget de l'État. L'État donne 40% du budget à partir de l'impôt, ou à partir de la TVA. Alors, quelques éléments importants que je voulais partager à propos de la sécurité sociale. Mais le premier, c'est qu'effectivement, l'importance de la couverture universelle. Tout le monde rentre dans le système, tout le monde a droit au même système et surtout à la même qualité. C'est solidaire,
c'est équitable. Équitable, ça veut dire que chacun contribue selon ce qu'il est capable de contribuer, parce que nous n'avons pas tous les mêmes revenus, et chacun reçoit en fonction de ce dont il a besoin. Et donc, il n'y a jamais de lien entre la capacité de payer et ce qu'on reçoit, en théorie. Il devrait y avoir, ça c'est la théorie, hein, il n'y a de lien entre ce qu'on reçoit et ce dont on a besoin, et ce n'est pas lié à ce qu'on est capable de payer. Et une dernière chose, c'est que dans le mot sécurité sociale, il y a le mot sécurité. Quand on parle de sécurité, souvent on pense aux problèmes de danger dans la vie extérieure. Et pourtant, moi je pense vraiment que le fait de mettre la sécurité sociale en place, ça induit la sécurité dans le pays. Pour deux raisons. La première, c'est que ça soutient une société en paix. Il n'y a pas de combat entre des gens qui n'ont rien et des gens qui ont tout. Les gens sont plus ou moins équilibrés dans leur capacité de vie, et donc il y a moins de déséquilibre entre les gens, et ça apporte de la paix. Et je pense que cette paix-là apporte aussi la liberté. On fait souvent une distinction entre la liberté et le fait de payer des taxes, le fait d'avoir un certain nombre d'éléments qui sont solidaires et qui sont collectifs. Moi, je pense que le fait d'apporter cette sécurité sociale apporte la liberté à chacun, et particulièrement aux gens qui ont plus de moyens. Alors tout ça, c'est la théorie. Ça a l'air de très bien fonctionner. Quand on fait une présentation courte, on résume. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et notamment en Belgique, et là je ne suis pas très fière de le dire, le paiement de la poche des personnes dans le système de sécurité, de santé particulièrement, est de 28%. Ça veut dire que 28% de l'ensemble des coûts qui sont générés par le système de santé sont payés directement ou indirectement par les individus en dehors du système d'assurance. Soit parce qu'il y a des co-payments, soit parce qu'il y a un certain nombre de services et de matériaux qui ne sont pas remboursés, pas pris en compte dans l'assurance maladie, soit parce que les gens payent une assurance privée complémentaire en plus, notamment parce qu'ils ont peur de cette dépense-là, et que donc ils déboursent de l'argent par rapport à tout cela. Ce qui veut dire que ça reste vrai que quand la maladie augmente, le coût augmente pour les individus, et aujourd'hui, la privatisation qui cherche le profit est en train d'augmenter. Ça, c'est une région d'où je viens. Alors, le système de santé, à l'intérieur de cela, alors nous avons donc, comme je le disais d'abord, un Institut national de la sécurité sociale qui gère l'ensemble du budget de la sécurité sociale, comme je l'ai dit, avec tous les aspects dedans. Et dedans, il y a la santé. Et le budget de la santé, il est confié à un Institut national pour la santé et la maladie et l'invalidité, et lui va gérer ce budget-là. Et alors, ce qui est particulier en Belgique, c'est qu'il va gérer ce budget en le distribuant à des mutualités, ça s'appelle, donc ce sont en anglais des sickness funds, en français des mutualités, des assurances privées non-profit, on va dire, qui elles sont l'intermédiaire direct pour la population. Donc les habitants de la Belgique, ils ne connaissent pas l'Institut national, ils connaissent leur mutualité, et c'est à leur mutualité qu'ils s'adressent pour les financements, et les mutualités payent les professionnels, payent les institutions, les remboursent les patients quand ils ont dû payer, et personne ne sait qu'il y a au-dessus un institut national. Les professionnels le savent bien sûr, mais les patients, pour beaucoup, ne le savent pas. Ils vont à la mutuelle. Et puis, bien sûr, il y a, je l'ai dit, les paiements particuliers. Alors pourquoi est-ce qu'on a des mutualités comme ça, comme intermédiaires entre l'Institut national? C'est pour une raison d'histoire. En fait, les populations se sont organisées pour assurer leurs problèmes leur risque en santé bien avant qu'on ait un système universel. Ça a commencé déjà au milieu du 19e siècle. C'était soit des villages, soit des groupements professionnels, soit des secteurs, les industries, soit les femmes, par exemple, qui se regroupaient ensemble, qui cotisaient ensemble pour assurer collectivement leurs risques. Et ce qui veut dire qu'en 1944, juste après la guerre, quand on a mis en place le système universel de santé et de sécurité sociale en Belgique, 44% de la population avait déjà une couverture partielle à partir de sa mutualité. Et donc les acteurs qui ont mis en place le système ont décidé de maintenir ces acteurs-là qui existaient et de leur donner une place particulière comme intermédiaire.
Qu'est-ce que ces mutualités font? Elles gèrent le financement des acteurs, elles reçoivent le budget et elles le distribuent en fonction de toute une série de règles qui sont prévues. Elles sont aussi co-gestionnaires du système. Elles fournissent aussi des services sociaux et des services de santé. Elles ont mis en place des hôpitaux, des services de soins à domicile et des choses comme ça. Et elles proposent une assurance complémentaire qui propose des remboursements ou des services complémentaires à ceux qui sont prévus dans l'assurance obligatoire universelle et qui, eux, sont potentiellement différents entre mutualités, mais qui sont toujours les mêmes pour l'ensemble des gens qui sont dans la mutualité, et donc il n'y a pas de sélection des risques à l'intérieur de chacune. Une autre caractéristique très importante de notre système, c'est qu'il est financé par le public, mais il est basé sur des travailleurs privés. Les mutualités dont j'ai parlé sont privées non-profit. Les hôpitaux sont à 95 ou 96% privés non-profit ou publics. Il y a quelques hôpitaux privés lucratifs, mais ils sont vraiment très rares. Les médecins sont des indépendants, soit ils travaillent en solo, en ambulatoire, hors de l'hôpital, soit ils travaillent dans des groupes, soit pour les spécialistes, ils travaillent dans les hôpitaux. Les infirmiers, les kinésithérapeutes et les autres professionnels sont soit salariés dans les hôpitaux, soit indépendants en ambulatoire, soit salariés dans des services ambulatoires de soins à domicile. Mais ils sont tous, il n'y a pas de salariés de l'État en Belgique dans les professionnels de santé. Alors si on a un financement public avec des acteurs privés, ça veut dire qu'on a beaucoup de régulation. Et donc l'État a des techniques de régulation des acteurs qui sont basées notamment sur la définition des activités qui sont financées et de celles qui ne le sont pas et à quel montant elles sont financées. Ils vont aussi proposer des financements complémentaires pour soutenir l'innovation, la réforme, le changement, la tentative de nouvelles choses et qui vont donc stimuler des orientations. Tous les professionnels doivent recevoir un agrément, doivent être reconnus par l'État pour avoir le droit de travailler dans le système. Et pour cela, le gouvernement a défini aussi un programme minimum de formation, ce qui veut dire qu'il a influencé les universités pour la formation, puisque les universités sont aussi privées non-profit. Et puis, une fois qu'on est agréé, il y a un certain nombre d'activités qui sont obligatoires, un certain nombre d'activités qui sont interdites, en fonction du type de professionnel qu'on est. Alors il y a un contrôle de ces activités pour effectivement vérifier que les professionnels ne font pas d'activités interdites et qu'ils ne font pas aussi des activités qu'ils ne se font pas financer des activités qu'ils ne réalisent pas. Et puis il y a des tentatives de benchmarking aussi pour encourager la qualité et d'autres initiatives du même genre. La spécialité belge, c'est ce qu'on appelle le modèle de concertation, c'est-à-dire que beaucoup de choses en Belgique se décident en concertation entre les acteurs, et notamment tout le système de sécurité sociale est basé là-dessus. Ça veut dire que le budget de la sécurité sociale globale, avec les pensions, le chômage, etc., il est discuté, il est géré en concertation entre les employeurs, les syndicats et les autorités. Et c'est sur base d'un consensus entre les trois que le budget est géré. Une fois que le budget de la santé arrive à l'Institut national de la santé, il est géré en concertation entre les mutualités, les professionnels et les autorités. Et c'est là, alors là, à l'intérieur, il y a gestion globale du budget, et puis il y a des commissions par profession ou par secteur. Et donc il y a une commission des médecins avec les mutualités, une commission des infirmiers avec les mutualités, une commission des hôpitaux, et ainsi de suite, où on va définir effectivement quelles activités sont financées, à combien elles sont financées, combien les gens devront payer comme co-payment, combien l'État va payer, et ainsi de suite. Et ça fait, par exemple pour le secteur médical, ça fait l'objet d'un accord tous les 2 ans. Je voudrais aussi parler de quelques valeurs culturelles qui sont liées à notre pays. Je pense que c'est très important de tenir compte du contexte dans lequel on travaille pour pouvoir orienter les décisions. Et notamment, en Belgique, on tient beaucoup à la liberté de choix pour le patient.
Ça veut dire que chaque patient peut choisir quel professionnel va s'occuper de lui, ce qui implique qu'il n'y a pas de gatekeeping en Belgique, il n'y a pas de limitation à l'accès. Si vous avez mal à la tête et que vous voulez aller à l'hôpital universitaire pour votre mal à la tête, il n'y a rien qui vous en empêche. La deuxième chose, c'est qu'il y a une liberté d'installation pour les professionnels, c'est-à-dire qu'un médecin s'installe où il veut. Une fois que c'est dans un hôpital, il doit trouver une place, bien entendu, mais s'il est dans l'ambulatoire, il s'installe où il veut. Un cardiologue peut ouvrir un cabinet de cardiologie où il veut, un généraliste peut s'installer où il veut, et ce n'est pas limité. Il n'y a qu'une profession pour laquelle il y a une limitation, ce sont les pharmacies en première ligne. Et la troisième chose, c'est la liberté thérapeutique, de décision thérapeutique, c'est-à-dire qu'en face de chaque patient, le médecin est complètement libre de décider quelle est la meilleure manière de résoudre le problème de santé que le patient lui adresse. Et il n'est pas possible de dicter au médecin ce qu'il doit faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on propose des guidelines aux médecins, mais qu'on n'impose pas des guidelines aux médecins. Je dirais que dans notre système, les acteurs sont très très bons en soins centrés sur le patient. Il y a vraiment une prise en compte de l'individu et de la qualité de la relation individuelle dans le système de santé belge. Par contre, c'est un système qui a peu de considération pour la santé publique et l'aspect populationnel. Je crois que c'est une caractéristique assez fréquente dans les pays européens. Ce n'est pas général, mais c'est fréquent. Les médecins sont très très peu formés en santé publique et donc eux, la considération pour le fait que le système doit être payable généralement pour la population, c'est quelque chose auquel ils pensent peu, par exemple. Et c'est un système qui est très hôpital et spécialiste centré. Depuis quelques années, il y a un petit peu plus de support pour la première ligne, mais l'hôpital reste encore très très fort la référence, malheureusement. Avant de continuer, j'avais envie de vous partager un petit détour qui est un petit tableau qui a été publié par des experts en santé publique belges, mais qui ont travaillé dans beaucoup de pays du Sud, et qui, à un moment donné, se sont dit, finalement, la question de être public ou privé n'est peut-être pas la bonne question. La question, c'est quel est l'objectif qu'on poursuit. Et ils ont donc fait un petit tableau assez simple qui montre qu'on peut avoir une identité institutionnelle en tant qu'hôpital ou en tant que centre de santé qui est public ou privé. On appartient au système public ou on appartient au système privé. Puis que par contre, les objectifs qu'on poursuit peuvent aussi être publics ou privés et qu'il y a des institutions qui sont dans un service public et qui poursuivent, en réalité, quand on regarde comment ils travaillent, qui poursuivent des objectifs privés. Par exemple, aller travailler dans un hôpital public pour aller chercher la population qui rapporte de l'argent et lui proposer de revenir au cabinet privé juste après. Ça, c'est un détournement du service public à des fins de logique privée. Et inversement, on peut avoir des institutions qui sont du secteur privé, mais qui poursuivent vraiment une logique de service public, de service à la population, et que donc ce n'est pas tellement l'identité des secteurs qui est importante à regarder, c'est leur objectif. Alors du coup, juste après, ils se sont demandé, mais alors, comment est-ce qu'on définit le fait d'être service public, si ce n'est plus l'identité institutionnelle qui le définit? Et ils ont imaginé 5 critères. Le premier étant d'avoir une perspective sociale, de considérer, de chercher le bien-être de la population, de ne pas faire de discrimination, quelle que ce soit en fonction des personnes, d'avoir une réflexion autour de la population et pas seulement les individus, le fait d'accepter, d'entrer dans la logique des politiques gouvernementales et donc de prendre en compte les programmes proposés par le public et de se coordonner avec, et le fait de chercher des objectifs non lucratifs. Voilà, on en fait ce qu'on veut, mais je trouvais ça intéressant à partager parce que je trouve que ça nourrit bien la réflexion. Si on revient à la Belgique, nous avons à peu près un médecin généraliste pour 1300 habitants. Nous avons beaucoup plus de spécialistes, des hôpitaux bien sûr, des paramédicaux bien sûr, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, qui sont des maisons de repos pour des personnes qui ont besoin de soins mais qui ne sont pas des soins hospitaliers, des services de santé mentale, de réhabilitation, des services de soins à la maison des gens, et puis des services de planification familiale, de traitement des addictions, etc.
Et si on parle des acteurs, ce ne sont pas des acteurs professionnels, mais je voudrais aussi citer les patients et les associations de patients qui sont des acteurs du système. Sans eux, on n'aurait pas beaucoup de travail et qui ont probablement des choses à dire dans le système. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, d'abord, on identifie le statut d'assurance de chaque individu. Chaque Belge doit, enfin Belge ou personne qui habite en Belgique, doit choisir une mutualité à laquelle il va s'inscrire et où il va payer une toute petite contribution qui est en fait la contribution à l'assurance complémentaire de cette mutualité-là, puisque le reste est pris en charge par le système national de sécurité sociale. Et puis, une fois qu'il est inscrit, merci, il y a aussi une identification de quel type de patient il est, notamment s'il est pauvre ou s'il n'est pas pauvre, parce qu'alors le remboursement ne sera pas le même pour lui. Alors, une fois qu'il est inscrit et qu'il est identifié, eh bien, il a droit au financement de tous les services dont il a besoin, quelle que soit la mutualité, ce sont les mêmes services. Et le système est essentiellement basé sur du fee for service, donc sur du financement à la prestation en première ligne. Le patient, il va voir un médecin, il va le payer, il reçoit un papier en échange, et puis avec son papier, il va à la mutuelle et la mutuelle le rembourse. Dans certains cas, le médecin envoie directement le papier à la mutuelle. À la pharmacie et à l'hôpital, là, directement, le service envoie la facture à la mutuelle et envoie au patient la facture pour la partie qu'il doit payer lui-même. Quels sont les effets sur le système de ce type d'organisation? Je dirais d'abord que les professionnels sont très impliqués dans le système. Quand on obtient l'accord qui a été négocié entre les représentants des professionnels et les représentants des mutualités, eh bien les professionnels suivent parce que ça a été négocié en tenant compte de leurs intérêts. Et donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes de suivi des